Il est 12 heures au Cameroun. Bienvenue au rendez-vous de l'information bilingue sur les antennes de For You Télévision. La première partie de ce bulletin d'information, c'est en langue anglaise avec vous, Dixon Nabissé. Good day to you. Bon après-midi, good day, ladies and gentlemen. Thank you immensely for saving the rendezvous. To kick off these first segments of this midday bilingual newscast, we take you to the Central African country of Chad, where Chad's Prime Minister Albert Pahimi Padake has resigned in order to pave the way for a new government after the Central African country decided to push back elections by 2 years, the presidency said on Tuesday. The rest of the story is in the following reports. Chad's Prime Minister Abdel Pahimi Padaki has resigned in order to pave the way for a new government after the Central African country decided to push back elections by 2 years. His resignation was announced by the presidency on Tuesday. Padaki, a civilian politician, was named Prime Minister of a transitional military government last year after President Mahamat Idris Deby seized power in the wake of his father's demise. The military council led by Deby was originally meant to rule for 18 months, but this month the country announced it will push back the democratic elections until around October 2024. Deby was sworn in on Monday as president for the new phase of the transition and is expected to appoint a new premier. Padaki also served as prime minister from 2016 to 2018 and was seen as an ally of the former president Idris Deby, who ruled Chad for 30 years until his death in April 2021. The elder Deby's death paved the way for talks between rebel groups, some headed by relatives of the former president, and the military council. Hundreds of rebel groups met in Doha for talks this year at the request of the Qatari government. The talks dragged on for months due to bickering between the groups who at some point accused the government of insincerity, but they paved the way for negotiations to be held in Chad next year. From one region to the next, and I'll take you to West Africa, where we are now talking Mali, where apart from the fight against the fraudulent exploitation of subsoil wealth, the Ministry of Mines, Energy and Water, in collaboration with the Ministry of Security and Civil Protection and the Ministry of Transport and Infrastructure, carried out a control and inspection mission during the first half of the year 2022. This mission, targeting the localities of the circles of Kangaba, Kanyeba and Kuladeba, as well as Inyafolila, was able to dismantle 29 fraudulent exploitation sites and brought 136 illegal operators to justice. The rest of the story with you, Futso. The wealth of the Malian subsoil does not sufficiently benefit the state and the Malians. To therefore fight against the fraudulent exploitation of resources, the Ministry of Mines, Energy, Water, with the support of the Ministry of Security and Civil Protection and the Ministry of Transport and Infrastructure, carried out in the first half of 2022 a major control mission in the field. According to a communication from the ministry in charge of mines during the Council of Ministers of Wednesday, October 5, 2022, this mission was able to dismantle respectively in the localities of the cycles of Kangaba, Kenyeba, Kolondieba and Yamfolila, 29 sites of fraudulent exploitation. Following this, 136 illegal operators were arrested and brought to justice. The mission dismantled 29 fraudulent mining sites, arrested and brought to justice 136 illegal operators. Large quantities of equipment were also seized and handed over to justice, said the press release from the Council of Ministers, specifying that among these illegal operators there are also several nationalities. While noting the large influx of illegal operators on the site crisscrossed, the ministry also stressed that these illegal operators, in addition to causing enormous environmental damage, rob our country of a significant amount of foreign currency.
We stay in the region where we are now in Burkina Faso, where several hundreds of students demonstrated on Tuesday in Djibo, the main city of the northern part of Burkina Faso, under a jihadi blockade for several months to claim their right to education, including the sending of teachers. The young demonstrators walked the streets of the city carrying signs that read, "We are also Burkina-based. We have the right to education, and education is a right for all. Schools in Djibo." They then gathered in front of the offices of the High Commission of the province of Soum, where they were received by the divisional officer of Djibo, Mouria Ibodo. According to their spokesman Ali Diko, the students asked to have teachers flown in and communications network restored, as well as the city secured, amongst other things. Ladies and gentlemen, we now take you to the northern part of the African continent, where we are talking Angola. Angolan President João Lourenço on Monday had a telephone call with, of course, President of Ukraine Volodymyr Zelensky to discuss the conflict in Ukraine. The military conflict in which Ukraine has been involved since last February was a topic discussed, the Angolan presidency said in a statement. The Ukrainian president said they discussed important issues of cooperation within the United Nations, according to a tweet. The pair also talked about Monday's Russian missile attack in Ukraine. He added, President Zelensky has been reaching out to African leaders on the African continent in order to consolidate diplomatic support against Russia's invasion of his country. Ladies and gentlemen, we are now talking economy on the African continent, where the International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva on Monday said she hoped that restructuring efforts for Zambia and Chad after Ethiopia could be completed by the end of 2022. This would pave the way for more countries to solicit help, according to the IMF boss. Take a listen to this report. The International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva on Monday said she hoped that restructuring efforts for Zambia and Chad could be completed by the end of the year, which would pave the way for more countries to solicit help. Georgieva, speaking with civil society groups at the start of the annual IMF and World Bank meetings, said a group of 20 initiatives launched in late 2020 had been slow to become operational, but she was upbeat about the cases of Chad and Zambia, who together with Ethiopia were the first to request help. The IMF boss said the International Monetary Fund was pressing for more predictability and timely resolution of requests for help under the G20 Common Framework. She added it was also critical to expand the framework in a bid to include middle-income countries. Also, the International Monetary Fund is working on how to include collective action clauses in debt contracts in recent times being signed that will allow immediate suspension of debt services payments if a country experiences a climate shock, she added. IMF and World Bank officials have repeatedly singled out China, the biggest creditor to many African countries and private sector creditors, for dragging their feet on reducing countries' debt burdens. The Zambian government on Friday told investors it hoped it would agree debt relief terms with official creditors by the end of the year or early 2023. Zambia was the first African country to default during the COVID-19 era, as it struggled with debt that reached 133% of GDP at the end of 2021. The IMF estimates that Zambia needs $8.4 billion of cash debt relief from 2022 to 2025. The fund in late August approved by $1.3 billion, a 3-year loan to Zambia, a crucial step in the Southern African country's request to restructure its debts. Chad's creditors are close to reaching a debt relief agreement, a French finance ministry source said on Monday.
To wrap up this first segment, we now talk health, where we are talking about breast cancer. October is the Breast Cancer Awareness Month across the world. Breast cancer over the years continues to be a menace on the African continent and the globe at large, with it accounting for 80 or 28% of all cancers and 20% of all cancer deaths in women and about 11% in men. Is Africa really up to the task when it comes to combating this disease? Find out in the following report. Breast cancer is cancer that forms in the cells of the breast and is globally a menace that afflicts mostly women and a public health burden in sub-Saharan Africa, as it accounts for high rates of global cancer-related deaths in women. Although the disease incidence in Africa seems lower, mortality rates are disproportionately high in comparison to high-income countries. Doctors say breast cancer occurs when breast cells begin to grow abnormally. These cells divide more rapidly than healthy cells do and continue to accumulate, forming a lump or mass. While the records of cancer linked to gene mutations pass through generations of a family. Statistics illustrate in Africa, breast cancer is responsible for 28% of all cancers, 20% all cancer deaths in women, and about 11% in male. Incidence rates are still generally low in Africa, estimated by 35 per 100,000 women in most countries, as compared to over 90 to 120 per 100,000 in Europe or North America. Precise incidence figures in Africa are lacking given the absence of cancer registration in most African countries. According to the Center for Disease Control and Prevention, some of the symptoms are lumps in the breast or underarm, thickening or swelling of part of the breast, irritation or dimpling of breast skin, pulling in of the nipple or pain in the nipple area, nipple discharge other than breast milk including blood, any change in the size or shape of the breast, pain in any area of the breast. Nonetheless, breast cancers could be treated depending on the type of breast cancer, its stage and grade, and whether the cancer cells are sensitive to hormones. Amidst all these, one can't help but ask if Africa is up to the task. Is Africa really up to the task? It's on the note on health that we end the first segment of this news in the English language with me, Jix Nabisi. The second segment is going to be in the French language with you, Bala. Bon après-midi, fois de plus. Good day to you, Dix Nabissé. La seconde partie de ce bulletin d'information, c'est en langue française. Et nous débutons justement avec les exploitations souterraines. Nous sommes donc du côté du Mali, où bien sûr le gouvernement frappe du poing sur la table. Alors même que l'Afrique a tendance à considérer ses richesses minières comme une sorte de malédiction parce que convoité par tous, le Mali dans sa lutte contre l'exploitation frauduleuse des richesses du sous-sol, le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'eau en collaboration bien sûr avec d'autres ministères ont donc effectué une mission de contrôle qui a pu démanteler 29 sites d'exploitation frauduleuse. Je vous propose de prendre plus d'éléments dans ce reportage. L'Afrique, connue pour ses richesses naturelles, n'a pas fini de subir toutes sortes d'exploitations, et ceci au détriment de sa population. C'est le cas du Mali, où la richesse du sous-sol ne profite pas assez à l'État et même aux Maliens. Ainsi, dans l'optique de pallier à cette situation, en luttant contre l'exploitation frauduleuse des ressources, le ministère des Mines, de l'Énergie, de l'eau, avec l'appui du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et du ministère des Transports et des Infrastructures, a effectué au courant du premier semestre 2022 une mission d'envergure de contrôle sur le terrain. Si l'on s'en tient au Conseil des ministres du 5 octobre dernier, cette mission de lutte contre l'exploitation a pu démanteler respectivement dans les localités des cercles de Kangbaga, de Kenyeba, de Kong-Longdieba et Yanfolila 29 sites d'exploitation frauduleuse et suite à cela, 136 exploitants illégaux ont été interpellés et mis à la disposition de la justice. En faisant état de la grande influence d'exploitants illégaux sur les sites sillonnés, le ministère a également souligné que ces exploitants illégaux, en plus de causer d'énormes dégâts environnementaux,
spolie le pays d'une quantité importante de devises. En Afrique en général, il est courant d'entendre en effet que les ressources minérales sont une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Des pays riches en ressources naturelles, comme la République démocratique du Congo, la Zambie, la Mozambique, la Mauritanie ou la Guinée, vivent un paradoxe troublant de pauvreté dans l'abondance. La Guinée, dotée de certaines des réserves de minéraux les plus convoitées de la planète, dont 40 milliards de tonnes de bauxite, la plus grande réserve du monde, plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer, des diamants, de l'or et des quantités indéterminées d'uranium. Mais 55% des 11 millions d'habitants de la Guinée vivent avec moins de 1,25 $ par jour, indique la Banque africaine de développement, en abrégé BAD. Et le pays se classe justement 178e sur 187 pays, selon l'indice de développement humain de 2013 du PNUD, qui mesure justement le niveau de vie des pays. Et puis justement, aux yeux de l'ONUDC, cette exploitation criminelle prive l'Afrique de 500 millions d'habitants sur un total d'1,3 milliard, vivant bien sûr dans une extrême pauvreté d'une source importante de revenus qui constitue pour eux une spoliation pour des millions de personnes qui dépendent de ces ressources naturelles. Et puis parlons de toute autre chose à présent, plus précisément de transition au Tchad. Les défis qui attendent désormais Mahamat Idriss Déby Itno. Le président de la transition Mahamat Déby Idriss Itno s'est donc désormais fixé des priorités parmi lesquelles mettre fin au conflit intercommunautaire, tenir bien sûr au plus vite un référendum sur la forme de l'État et travailler au retour de l'ordre constitutionnel avant la fin de la transition. Et c'est justement ce que nous dit Emma Moutou dans ce reportage. Nous vous proposons de l'écouter. C'est une nouvelle étape de la transition au Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno a été officiellement investi comme président de la transition le lundi 10 octobre au palais du 15 janvier. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'issue du dialogue national inclusif boycotté par une grande partie de l'opposition et de la société civile. La nouvelle charte renforce en outre ses pouvoirs. Mahamat Idriss Déby Itno sera chargé de nommer le Premier ministre et le gouvernement qu'il pourra démettre quand il le voudra. Cette charte révisée par le dialogue national inclusif et souverain lui donne également la possibilité, s'il le désire, de se présenter à la prochaine élection présidentielle malgré l'injonction contraire de l'Union africaine. Cependant, sa tâche ne sera pas facile, reconnaît un des conseillers en parlant d'un cahier de charges très volumineux et impossible à mettre en application dans les 24 prochains mois. Dans son discours d'investiture, Mahamat Idriss Déby Itno s'est fixé des priorités dont la principale est de tenir au plus vite un référendum sur la forme de l'État et de travailler autour de l'ordre constitutionnel avant la fin de la transition. Il a également promis de mettre fin au conflit intercommunautaire, améliorer l'accès aux soins, à l'eau potable ou encore lutter contre les pénuries d'électricité. Et pour cela, il a promis de s'entourer d'un gouvernement d'union nationale. Cependant, la société civile, l'opposition et la diaspora tchadienne sont inquiètes de l'avenir politique du pays. 4 personnalités ont signé et publié lundi un communiqué évoquant les risques d'un plan de succession dynastique au Tchad. Les signataires du texte estiment que les recommandations de ce dialogue ne constituent pas une base solide pour la réconciliation nationale. Ils appellent à un retour à l'ordre constitutionnel au plus vite. Et puis en économie, la BEAC annonce donc un taux de croissance du PIB de 3,2% en 2022 en zone CEMAC. C'était bien sûr au cours des assises dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Pendant ces activités plénières, fort a été de constater une forte hausse de 1,19% en 2022 par rapport à l'échéance de l'année dernière. Koumabité a suivi cette actualité pour nous et ici justement il revient avec plus de détails. Le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahmad Toli, a présidé la 3e session ordinaire du comité de pilotage de la Banque des États de l'Afrique centrale le 26 septembre 2022. La rencontre qui s'est tenue à Yaoundé a permis d'analyser l'évolution récente de la conjoncture économique, mais également
de mettre à jour les perspectives macroéconomiques au niveau international et sous-régional. En ce qui concerne ce dernier point, l'on apprend que le rebond des activités économiques se produit en 2022 en relation principalement avec le dynamisme de tous les secteurs d'activité et l'évolution favorable des termes de l'échange de la CEMAC, ce qui a induit une croissance du taux de produit intérieur brut à un réel de 3,2% en 2022 contre 1,5% en 2021. Cette progression est essentiellement subséquente à une croissance du secteur pétrolier de plus d'1,9% en 2022 contre moins 8,2% en 2021. En effet, la bonne tenue du secteur pétrolier résulte de la hausse des prix de cette ressource du sous-sol quand on sait qu'en 2022, le cours du baril de pétrole a franchi la barre des $100, soit en total de 66 426 francs CFA. Le cours d'un baril de pétrole était en 2021 estimé à 81,55 $, soit en total 59,272 francs CFA. De quoi réjouir les économistes de la CEMAC qui sont toutes exportatrices de pétrole. Au Cameroun par exemple, les recettes pétrolières recouvrées sur les 4 premiers mois de l'année s'élèvent à 229,9 milliards de francs CFA, en hausse de 86% en glissement annuel. Consécutivement à la hausse des glissements annuels, des cours mondiaux de pétrole consécutives à la guerre russo-ukrainienne explique le document de programmation économique et budgétaire 2023-2025 de la Direction générale du budget. Comme autres critères qui ont contribué à relancer l'activité économique dans la sous-région, l'on pouvait citer le redressement du solde budgétaire, base engagement, donc compris, qui deviendrait excédentaire à 0,5% du PIB en 2022, après moins de 1,6% du PIB en 2021, et une amélioration du solde du compte au courant qui passerait de moins 0,7% du PIB en 2021 à 5,3% du PIB en 2022. Eh bien, vous ne partez pas avec vous. Nous nous dirigeons cette fois du côté de la République centrafricaine où, après le séminaire tenu par le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, au mois de septembre, dans le cadre de la lutte contre les difficultés socio-économiques, Hassan Bouba Ali, puisqu'il s'agit de lui, a effectué une mission de travail extraordinaire pour le recadrage de la paix, de la sécurité, de la cohésion et entre autres. Donnez-nous plus de détails comme habité. Le ministre de l'Élevage et de la Santé animale, Hassan Bouba Ali, a entamé une nouvelle mission, celle de renforcer la paix, la sécurité, la cohésion sociale entre les acteurs de l'agriculture et ceux de l'élevage. À cette occasion, le ministre est revenu sur la préoccupation majeure, celle de la transhumance, qui fait l'objet des pourparlers avec les autorités administratives et locales. Un premier temps d'arrêt qui a permis au ministre de proposer des stratégies afin de reconstruire des abattoirs détruits et mettre un penchant sur la vaccination des animaux. Par ailleurs, le membre du gouvernement a demandé aux éleveurs de faire parvenir dans les prochains jours un ravitaillement pour la ville de Bangui. Un signal fort du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, au cours du séminaire gouvernemental qui a permis de réunir tous les membres du gouvernement au mois de septembre dernier afin de lutter contre les difficultés socio-économiques et culturelles qui plombent la République centrafricaine depuis plusieurs années. Et puis donc, les Haïtiens ont lancé le mardi 11 octobre 2022 un appel à la démission de leur premier ministre. Henri, puisqu'il s'agit de lui, a-t-on appris des médias internationaux. D'après les mêmes sources, le chef du gouvernement haïtien a sollicité l'aide des forces armées étrangères pour tenter de faire face à ces difficultés qui paralysent son pays sur fond de pénurie de carburant et même d'eau. Des barrages routiers continuent d'entraver la circulation dans la capitale où plus de 150 cas de choléra sont signalés pour faute d'eau potable.
Et puis donc du côté de l'Angola, sortons par là, le président angolais João Lourenço a eu lundi 10 octobre 2022 un entretien téléphonique avec le président Volodymyr Zelensky, afin bien sûr d'évoquer le conflit en Ukraine, a indiqué la présidence angolaise dans un communiqué. Les deux dirigeants ont également évoqué les attaques de missiles russes survenues quelques heures plus tôt. Le compte rendu de ces échanges sont contenus dans ce reportage signé Nguéné. Au cœur des échanges entre les deux chefs d'État, le conflit militaire dans lequel l'Ukraine est impliquée depuis février 2022. L'objectif affiché étant de forcer la main pour une prise de position africaine vis-à-vis de ce conflit. L'Angola faisait partie des dizaines de pays africains qui se sont abstenus lors de la résolution des Nations Unies à mars condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cependant, les pays africains préfèrent adopter une position de non-alignement. Cet entretien téléphonique entre Volodymyr Zelensky et João Lourenço intervient quelques heures après la tournée africaine de Dmytro Kuleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, arrivé le 5 octobre 2022 à Abidjan et reçu par le vice-président ivoirien Thiemoko Méliès Kone et la ministre des Affaires étrangères ivoirienne, Kandia Camara. Suite aux nouvelles frappes enregistrées ce 10 octobre 2022, Dmytro Kuleba a été contraint d'écourter sa visite en Afrique. Une offensive russe qui n'a laissé personne indifférent. En témoigne cette réunion virtuelle d'urgence tenue par le G7 à laquelle a pris part le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce 11 octobre 2022. Selon le dernier bilan évoqué, au moins 19 morts et 105 blessés ont pour l'heure été enregistrés. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information sur les antennes de For You Télévision Africa. Pour la version française, je suis Bala. And for the English presentation, I have been Jix and Nabse. Ladies and gentlemen, do have a great day in company of our programs.